Nous accueillons aujourd'hui pour ce premier événement Olivier Masson, voilà, enseignant expérimenté, spécialiste du BTS diététique pour les matières de physiologie et de biochimie, auteur également de nos ouvrages. Donc, merci beaucoup Olivier pour sa participation aujourd'hui. Au programme de cette séance interactive, 40 minutes, vous pourrez poser toutes vos questions, toutes les questions que vous vous posez dans le cadre de la révision de l'épreuve à l'examen du BTS. Pour cela, vous allez utiliser l'onglet spécifique en bas de l'écran ou sur le côté de l'écran, l'onglet de discussion pour poser vos questions. Au fur et à mesure, ces questions seront relevées et seront transmises à Olivier Masson qui va y répondre. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, on peut partir. C'est parti. Moi, je vais me réserver la première question, si vous le permettez, Olivier. La première question, pour démarrer, est la suivante. Qu'est-ce que les polysaccharides? Est-ce que vous pouvez nous donner une définition? En gros, comment ça marche? D'accord. Alors, ce qui est intéressant dans cette question, c'est que c'est une question de vocabulaire. Et je pense que ce qu'il faut absolument faire quand on révise, que ce soit en première ou deuxième année, ça passe par une bonne maîtrise du vocabulaire. Tant qu'on n'est pas précis sur le vocabulaire, on n'est pas précis à la lecture des questions et on n'est pas précis dans sa propre rédaction. Donc, être sûr de savoir définir tout le vocabulaire important qu'on compte. Les polysaccharides, ça en fait partie. Alors, ce qui est pas mal dans les définitions, c'est tout de suite préciser dans quelle catégorie on est. Est-ce que c'est un organe? Est-ce que c'est un tissu? Est-ce que c'est une molécule, un atome? Donc là, les polysaccharides, on est tout de suite dans la catégorie. Alors, on appelle aussi, d'ailleurs, tiens, on peut donner l'autre terme, des polyolosides. Donc, on est finalement dans la grande famille des glucides. Donc, sur ce genre de terme, tout de suite, le rattacher à une famille biochimique. Parce que nous, on s'arrange pour ranger toutes les molécules dans des grandes familles biochimiques. Donc, on est dans la grande famille des glucides. Et puis après, on caractérise. Donc, ce sont des molécules qui sont faites de grands polymères d'ose. L'ose étant considérée comme l'unité structurale des glucides. Si vous voulez, c'est comme une perle, et le polymère, c'est le collier de perles. D'accord? Donc, un polysaccharide, c'est un très long collier de perles où chaque perle est un ose. Ainsi, on rattache entre elles ces molécules pour faire de longs polymères. Donc, exemple, le plus classique dans l'alimentation, dans la ration, l'exemple, c'est l'amidon. D'accord? Exclusivement d'origine végétale. On a aussi d'origine animale le glycogène, avec un polysaccharide qu'on va pouvoir stocker, soit dans le foie, soit dans le muscle. Autre exemple, un dernier de polysaccharide, c'est la cellulose, par exemple. Polymère qu'on retrouve dans les végétaux, mais lui, par contre, n'est pas digestible. C'est ce qui fait partie des fibres alimentaires qu'on retrouve dans la ration. D'accord? Alors après, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail purement biochimique. D'accord. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, allez-y, vous pouvez commencer vos questions. Alors, pour compléter, Olivier, ouais. À l'examen, par rapport à ces polysaccharides, qu'est-ce qui peut tomber? Quel type de questions on peut avoir? Alors, je ne vais peut-être pas faire parce que ce sera un peu long, mais on peut aller jusqu'à vous demander d'écrire la formule semi-développée, en fait. Alors, comme ce sont des très grands polymères, évidemment, c'est impossible à écrire dans sa globalité. D'accord, ça n'aurait pas de sens parce que ce serait d'ailleurs une répétition de la même chose. Dans ces cas-là, on écrit une portion en fait, de la molécule. Donc, si on prend par exemple l'amylose, qui est un polymère linéaire, on va écrire les molécules de glucose et juste montrer comment ces molécules sont rattachées entre elles. Donc, le glucose s'écrit toujours de façon cyclique, même si on peut l'étudier de façon linéaire, de façon isolée. Quand on doit écrire de façon moléculaire, on écrit de façon cyclique. Et là, on a juste à montrer comment ils sont rattachés entre eux par ce qu'on appelle techniquement des liaisons osidiques alpha 1,4. Voilà, ça devient de la biochimie précise.
Et vous voyez, on dessine qu'une portion hein, pour montrer cette liaison. Et puis après, on montre que la molécule se poursuit de part et d'autre. Pour ne pas perdre de temps. Et une fois qu'on a tout ça, on a tout écrit, quoi. On précise bien qu'ici, on a une liaison osidique alpha 1,4. Et le tour est joué. On a ainsi. Écrire plus, ce serait que répéter ce motif, en fait. Donc, ça ne servira à rien. D'accord ? Dans une copie, une fois qu'on a fait un élément, ce n'est pas la peine de le répéter. Le correcteur a compris que vous saviez le faire. Le répéter serait que perte du temps, en fait. D'accord ? D'accord. Donc, à l'examen, la définition et la formule, l'écriture comme ça. Ça, c'est voilà. Ouais. Alors, surtout que ces polyologiques tels que voilà, l'amidon, le glycogène, la cellulose, ce sont quand même des molécules extrêmement présentes dans les aliments, très importantes pour l'organisme. Donc, à l'échelle, voilà, pour une future diététicienne ou diététicien, on considère qu'il faut connaître ces molécules. Ça fait vraiment partie des molécules importantes de notre référentiel hein, des molécules à connaître. D'accord ? Alors, j'ai une nouvelle question. Donc, alors, je ne sais pas si c'est la vraie Lorraine ou si c'est une autre Lorraine, peu importe, ce n'est pas très grave. Concernant les aliments qui vont constituer le bol alimentaire, s'il y a une heure entre l'ingestion de plusieurs aliments, est-ce que ce sera toujours dans le même bol alimentaire ou est-ce que la prise doit être quasi instantanée? Alors, le bol alimentaire, on considère que c'est la fraction qui est déglutie. D'accord ? Il y a mastication, il y a insalivation, imprégnation de salive, ce qu'on appelle l'insalivation. Et ce qu'on va appeler le bol alimentaire, c'est la fraction qui va être déglutie, qui va pouvoir passer dans l'estomac. D'accord ? Après, est-ce que c'est toujours le même bol alimentaire ou pas? Ce n'est pas très important, sachant que tout ça se retrouve dans l'estomac. Ça va être brassé dans l'estomac. Le bol alimentaire va être brassé avec les sécrétions gastriques, ce qu'on appelle le suc gastrique, dont l'acide chlorhydrique, hein, qui va voilà, diéter tout ce bol alimentaire, le mélanger, faire une sorte de bouillie assez liquide avant de pouvoir passer dans l'intestin grêle. Dès lors, hein, dès que le bol alimentaire est déstructuré par le suc gastrique, on parlera plutôt de chyme plutôt que de bol alimentaire. Donc, c'est ce mélange du bol alimentaire et du suc gastrique qui va constituer le chyme, qui, une fois assez fluidifié, pourra passer vers l'intestin grêle. Mais voilà, le conseil de base en diététique, hein, là encore, on est dans un cours de physio, pas de diététique, mais c'est quand même que la prise de repas soit complète et en même temps, on évite, on déconseille les prises fractionnées. Donc, l'idéal, après, ça peut être modulé en fonction de certaines pathologies, des choses comme ça, mais l'idéal, c'est de prendre le repas complet en une seule fois. Hein, sachant que ça conditionne ce qu'on appelle le volume de l'ingestat, c'est la quantité d'aliments qui arrive dans l'estomac, et ce volume de l'ingestat est une des conditions pour qu'il y ait un bon déroulement de la digestion. Si on est en prise fractionnée, il y a moins bonne stimulation de l'estomac, moins bonne production de sécrétions digestives et un moins bon déroulement de la digestion. Et encore, ce sont des réflexions, des remarques dans le cadre d'une physiologie classique, c'est-à-dire hors pathologie. Dans certaines pathologies, les conditions peuvent évoluer, peuvent changer. Tout ce qu'on fait en physiologie, biochimie, il faut toujours le raisonner chez le bien portant, adulte bien portant. Tout ce qui est dit après en physiopathologie peut évoluer effectivement en fonction des pathologies observées. Il y a une question concernant les fibres. Pourquoi ne digère-t-on pas les fibres cellulose en bêta? Alors effectivement, là j'ai dessiné une portion d'amylose qu'on retrouve dans l'amidon, qui fait partie donc des glucides digestibles. D'accord? Et là, bon, c'est technique, mais la liaison qui rattache ces deux choses est de type alpha. Dans la cellulose, ça joue à peu de choses, hein, mais la liaison est en diagonale comme ça. Et là, on passe en liaison osidique de type bêta. Ça, c'est la structure de la cellulose. Et ça, je n'ai pas changé grand-chose hein, tout à l'heure, pourtant, ça, c'est plus digestible. Et l'explication, c'est que nos enzymes hein, qu'on retrouve dans la salive ou dans le sucre pancréatique, capables de digérer ces polysaccharides, nos enzymes hein, qu'on fabrique nous-mêmes, sont des amylases, et précisément
des alpha-amylases. Ça veut dire que ces enzymes sont uniquement capables d'hydrolyser, de couper les liaisons oxydiques de type alpha. Si le polysaccharide contient des liaisons oxydiques de type bêta, eh ben, l'enzyme ne reconnaît plus cette structure et devient incapable de l'hydrolyser. Du coup, la fibre alimentaire n'est plus digestive, n'est pas digestive. D'accord. Alors, elle deviendra digestible, par contre, par le microbiote. Les bactéries que l'on héberge dans nos intestins, elles sont capables de produire des bêta-amylases. Elles sont capables d'hydrolyser la cellulose, que nous, on ne sait pas faire. Une autre question. Oui. Sur les différents métabolismes. Quelle question peut-on avoir sur les différents... Oula. Est-ce que les schémas sont bien connaître? Alors, je ne sais pas de quel schéma vous parlez. Je pense que vous parlez des schémas récapitulatifs, hein, j'espère. Oui, c'est la base. Hein. Tous ces schémas récapitulatifs sont importants. Maintenant, quelles questions peut-on avoir sur les différents métabolismes? Là, tout est possible. Hein. Je ne peux pas répondre là. Je pourrais y passer la soirée pour répondre à tout ça. Et il y a plein de questions qui peuvent tomber sur les métabolismes. C'est délicat là, de détailler maintenant. Ce qui tombe rarement, par exemple, c'est qu'on vous demande rarement de faire une voie métabolique de A à Z. C'est peu probable qu'on vous demande de faire de la glycolyse, par exemple, de A à Z. C'est une voie métabolique qui a 10 étapes, c'est extrêmement long, et ça ne rentre pas très bien dans un format de sujet du BTS. Hein. Par contre, une voie métabolique comme la glycogénogénèse ou la glycogénolyse, le métabolisme du glycogène, on voit qu'il y a 3-4 étapes. Ça tombe très bien dans un format du BTS. Donc ça, oui, c'est important. Par exemple, une voie métabolique comme la bêta-oxydation tombe très souvent, parce que finalement, c'est un schéma de 4 étapes qui se répètent. Donc il y a juste 4 étapes à écrire. Ça tombe bien dans un schéma de copie du BTS. Alors, dans les sujets du BTS, vous n'avez jamais des questions qui méritent 1 à 2 pages de réponse. C'est toujours plein de petites questions qui se suivent, et vous avez une réaction à écrire, une enzyme à nommer, une molécule à dessiner, et ainsi de suite. Il n'y a pas de grand développement qui mérite plus d'1 page de réponse. Quelles sont les étapes importantes au niveau des contractions musculaires du corps humain? Comment sont-ils reliés avec le système nerveux, métabolisme glucidique et lipide? Question très très vague. Hein. Là, vous associez 2 thèmes différents qui sont la physiologie et la biochimie, qui est une très bonne idée. C'est comme ça qu'il faut réviser. Par contre, là, je ne peux pas répondre à une telle question. Ce qui est important de connaître pour la cellule, on passe tout de suite le discours hein, à l'échelle cellulaire. Ce qui est important de connaître pour la cellule musculaire, c'est le schéma de la connexion avec une synapse. Hein, puisqu'on voit bien qu'une cellule musculaire squelettique ne peut se contracter que si elle est stimulée par un influx nerveux. Ce n'est pas le cas pour les autres tissus musculaires. Hein. Les muscles cardiaques, par exemple, les muscles lisses, on peut déclencher leur contraction par une hormone, par exemple. Dans le cadre des muscles squelettiques, seul un influx nerveux peut déclencher la contraction. Donc, il faut absolument connaître le principe, le mécanisme de la connexion, de la jonction neuromusculaire, montrer comment arrive le potentiel d'action au niveau de cette jonction, l'entrée du calcium qui déclenche la sécrétion du neurotransmetteur, ici l'acétylcholine, qui va ensuite déclencher un potentiel d'action au niveau du myocyte. Donc tout ça, ça mérite d'être détaillé. D'accord ? Et c'est vrai qu'après, il faut être capable d'expliquer le mécanisme de la contraction, donc expliquer le mouvement actine-myosine. Je ne vais pas détailler ça maintenant, c'est trop long. Mais ça fait partie des thèmes assez pointus, effectivement. Et là, les questions peuvent être précises à l'échelle cellulaire, voire même à l'échelle moléculaire. Sur la structure des filaments minces, des filaments épais, et ainsi de suite. Et il faut être capable en parallèle, il faut être capable en parallèle de faire le lien avec les métabolismes. Donc, comprendre comment la cellule musculaire va pouvoir fabriquer son ATP. Donc, faire le lien avec la glycolyse, avec le cycle de Krebs, avec la bêta-oxydation, donc tout ce qui relève du métabolisme énergétique.
Oui, c'est une question, effectivement un thème très vaste. Question suivante, du coup je la lis pour vous Olivier. Est-on obligé d'avoir des micro-organismes capables de couper les liaisons bêta-amylase? Alors, il me manque le début, est obligé d'avoir des micro. Voilà. Ah bah, on est obligé de rien. Là, c'est un constat biologique, hein, ça ne relève pas d'obligation. On est dans l'observation. Hein. Là, il s'avère que notre microbiote est équipé voilà, ce sont des bactéries qui sont capables de produire des bêta-amylases. Il y a une telle biodiversité dans le microbiote qu'on est sûr d'avoir des bactéries capables de faire ça. Après, leur nom peut varier, c'est vrai. Hein. Il peut y avoir ce qu'on appelle des dysbioses, des dysfonctionnements du microbiote, mais là encore, si on reste en physiologie classique, hors pathologie, on a un microbiote qui est de toute façon, à la base, capable de produire des bêta-amylases et d'hydrolyser la cellulose, même si ce n'est pas complètement, si ce n'est pas 100%, c'est une grande partie. Ces fibres alimentaires, c'est cela qu'on les conseille hein, en tant que besoin nutritionnel. Ces fibres alimentaires, c'est vraiment le casse-croûte de notre microbiote. Hein. C'est ce qui va nourrir notre microbiote. Alors, on conseille d'apporter beaucoup de fibres dans la ration pour l'impact que ça a sur le transit, certes, mais aussi parce que c'est un substrat énergétique, ce sont des nutriments pour notre microbiote. D'accord ? Question maintenant de rédaction. Est-il nécessaire de faire des phrases pour répondre aux questions courtes de l'examen ou bien des tirés avec les réponses peuvent suffire? Alors, ça dépend des questions, évidemment. Mais une question, par exemple, citer l'hormone qui permet je sais pas, qui permet, par exemple, de diminuer la glycémie. Hein. Là, effectivement, quand la question commence par citer, là, à la limite, vous mettez le mot, voilà, vous mettez insuline, j'ai bien dit, ouais, c'était une hormone hypoglycémiante, hein, on va dire l'insuline. Vous citez l'insuline, petit tiret l'insuline, ça passe. D'accord ? Il n'y a pas besoin de faire des phrases si la question à la base, c'est juste citer. D'accord ? Mais dès qu'il s'agit d'expliquer, commenter, argumenter, établir un raisonnement, tout ça, là, il faut faire un effort rédactionnel. Donc, effectivement, sur certaines questions, il y a juste à énoncer quelque chose. On peut répondre par petits tirets, ça fait gagner du temps. Il ne faut pas en abuser quand même. Hein. Donc, il y a certaines questions qui méritent vraiment un effort rédactionnel. Ouais. Dans le même esprit, sur la méthode rédactionnelle, peut-on répondre à une question par un schéma sans que ce soit demandé si on n'arrive pas à trouver les mots pour expliquer la réponse? Oui, alors ça, c'est ça. Ça, c'est une bonne question. Parfois, c'est imposé. Effectivement, il y a des figures de style, on dit à l'aide d'un schéma, à l'aide d'un tableau. Parfois, il n'y a rien, aucune consigne. On vous pose une question. Vous avez le droit d'utiliser ces outils pédagogiques à votre guise. Si vous estimez que ce sera plus facile de répondre avec un schéma, c'est très bien pensé. Alors, il faut que le schéma soit par contre au maximum légendé, titré, pour qu'il se suffise à lui-même. Quand le schéma est bien construit, un schéma d'absorption, par exemple, si on prend l'absorption du glucose ou intestinale ou l'absorption du calcium, peu importe, si on légende tout, membrane apicale, tous les acteurs du mécanisme, le schéma se suffit à lui-même. Donc, même si on ne vous a pas demandé de faire un schéma dans l'énoncé, vous avez le droit d'utiliser ces outils. Un schéma, un dessin, un tableau, un graphe, ce sont des outils que vous pouvez utiliser. Parfois, quelques petites phrases de commentaires peuvent venir compléter votre schéma, c'est un petit plus. Si vous voyez que le schéma est un peu faible sur certains événements, vous pouvez le compléter par quelques phrases. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire un schéma et tout reprendre par la rédaction. Parce que là, ça fait doublon. Le correcteur est à la fois obligé de corriger votre schéma et obligé de corriger votre commentaire. Ça fait doublon, vous perdez du temps et vous perdez en efficacité. Donc, un schéma bien dessiné, bien légendé, titré, peut constituer l'essentiel de la réponse, oui, même si ce n'est pas demandé dans le outil. D'accord. Nous revenons à une question précédente. Faut-il apprendre par cœur toutes les voies métaboliques avec les enzymes, les coenzymes et les réactions? Ah, ça, c'est la grande question en BTS diététique, parce que c'est quand même lourd d'apprendre tout ça. C'est vrai que. Alors, normalement, on devrait dire oui, mais évidemment, notre intérêt
notre savoir-faire nous invite à nuancer, et il y a certaines voies qu'il faut privilégier par rapport à d'autres. Des voies, par exemple, comme qui est très longue, c'est une voie comme la biosynthèse du cholestérol. Alors, il y a plusieurs très, très grand nombre d'étapes. Ça, par exemple, ce n'est pas la peine. C'est trop compliqué, c'est trop long, c'est jamais demandé, finalement, dans les sujets. Sauf les 2-3 premières étapes qui amènent l'enzyme de régulation, qui permettent d'expliquer la régulation de la biosynthèse du cholestérol. Et là, c'est un détail qui nous intéresse. Et tout ce qui a lieu après, ce n'est pas utile. Hein. Il faut, là, ce qui peut vous aider à faire le tri dans tout ça, c'est de parcourir les sujets du BTS. Regardez les sujets et regardez la fréquence des voies métaboliques et dans quelle façon, de quelle manière ils sont demandés. Ça va vous aider à faire le tri. Comme je disais tout à l'heure, hein, la glycolyse de A à Z, c'est jamais demandé, c'est trop long. D'accord ? C'est pas pour ça qu'il ne faut pas connaître la glycolyse, hein, mais il vaut mieux à la limite connaître son écriture synthétique, connaître ses tenants, ses aboutissants, quand est-ce qu'on l'a fait, à quoi ça sert, plutôt que d'être trop focus sur l'ultra-détail de cette voie métabolique. Après, ce que je conseille moi, à mes étudiants, c'est à vous aussi de nuancer en fonction de vos capacités. Si vous êtes très à l'aise dans cet apprentissage, faites-le. Ce sera des points en plus. Tant mieux, voilà. Si ça vous pose de gros soucis, des migraines, voire des nausées, vous devez passer un week-end entier à prendre la glycolyse et vous en dégoûter de la biochimie, ça ne sert à rien, c'est aucun intérêt. Tant pis, vous n'aurez pas tous les points, parce qu'il va peut-être vous manquer une enzyme, une molécule, mais au moins, apprenez l'essentiel, le contexte dans lequel ça a lieu, à quoi ça sert, vous aurez compris l'essentiel. Demandez à une diététicienne en action de vous raconter la glycolyse. Je pense qu'elle va vite vous regarder de travers et vous dire qu'est-ce que non. C'est utile pour le BTS d'une certaine façon, mais sur le terrain, on comprend bien que ce n'est pas indispensable. Donc voilà, je ne peux pas passer en revue tous les voies métaboliques, hein, ce serait trop long. Mais c'est vrai qu'il y a des voies privilégiées par rapport à d'autres. Hein. Je vous dis, le métabolisme du glycogène, hein, ça c'est une voie importante. La bêta-oxydation, ça c'est une voie importante. Hein. Tout ce qui est aussi les petites étapes du métabolisme azoté, ça c'est intéressant, ça tombe souvent, tout ce qui est par exemple les réactions de transamination. Ça c'est quelque chose qui revient souvent. Et puis il y a juste une réaction écrite. Donc on est pile dans les formats du BTS. Comme la réaction aussi qui permet de passer du pyruvate à l'acétyl-CoA. C'est juste une étape, une étape de décarboxylation oxydative. Ça c'est un format typique du BTS, quoi. Ou un dernier exemple, l'étape de la fermentation lactique. Ça tombe très souvent dans le muscle anaérobie, par exemple. Alors, toujours, hein, on est beaucoup dans la méthodologie. Perd-on tous les points sur une question si on ne répond pas complètement à cette question? Ah non. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, heureusement. C'est une question de notation. Oui, au sein d'une question, il y a toujours un découpage des points par rapport aux mots-clés qui sont attendus. Alors, il faut savoir quand même que plus ça va, plus les sujets sont très décomposés en petites questions. Ça a l'avantage d'être… Du coup, il y a un fil conducteur qui nous aide à retrouver les idées, puis à ressentir une progression qui est plus facile à gérer, je pense, qu'une grande question rédactionnelle. L'inconvénient, c'est comme ces petites questions par petites questions, si on n'a pas l'information, si on ne sait pas la réponse, on ne peut pas tellement broder avec d'autres idées, quoi. On est vite détecté si on ne sait pas le point précis. Mais s'il y a trois mots attendus, vous en donnez qu'un ou deux, vous aurez les points en conséquent, bien sûr. Par contre, attention, certains étudiants disent parfois, ne vous inquiétez pas, si vous dites un truc juste et un truc faux, vous ne serez pas pénalisé. On n'enlève pas de points si c'est faux. Ben, ça dépend quand même. Si on vous demande encore quelle est l'hormone qui régule, qui va diminuer la glycémie, quelle est l'hormone hypoglycémiante, vous dites l'insuline, puis comme vous n'êtes pas trop sûr, vous dites je vais dire le glucagon en même temps. Comme ça, je ne suis pas pénalisé, c'est pas grave, il y en a bien une des deux qui va marcher, parce que c'est les deux hormones antagonistes. Là, ça marche. Là, vous aurez 0. Vous voyez, ce n'est pas au correcteur de choisir par rapport aux propositions de fait. Sinon, c'est trop facile. Quoi. Vous voyez, on ne dit pas un truc et son contraire en se disant, comme ils n'enlèvent pas de points quand c'est faux, je suis sûr d'avoir un truc bon. Mais non, ça ne marche pas comme ça. D'accord ?
Alors, après ces questions méthodologiques, revenons à une question de cours. Est-ce que la question sur la différence entre les prébiotiques et les probiotiques, c'est une question tombable Ah oui, à l'examen? c'est un thème qui est maintenant un peu plus d'actualité, Ben oui. de microbiote, et c'est chouette. Je pense que c'était le sujet 2019 de mémoire où c'était tombé sur le microbiote. Et enfin, c'est passé, voilà, c'était accepté dans les grandes lignes, même au niveau académique, on va dire. Hein. Donc oui, ça fait partie des thèmes importants. Déjà, on sait bien que la digestion est un thème majeur du BTS diététique. En physiologie, c'est le grand thème, le grand chapitre qu'il faut absolument connaître. Et le microbiote fait partie intégrante des acteurs de la digestion. D'accord ? Et du coup, il y a un vocabulaire qui va avec, qui est nouveau. Hein. Déjà, le mot microbiote en soi est nouveau. Avant, on parlait de flore intestinale. Maintenant, il y a un mot à part entière, on parle de microbiote. Alors, on peut même insister sur la notion de microbiote intestinal, parce qu'il n'y a pas qu'au niveau intestin qu'il y a un microbiote. Hein. Il y a des bactéries partout, en fait. Hein. Évidemment, par rapport à la digestion, on se concentre sur le microbiote intestinal, mais il y a des bactéries partout. Alors, la notion donc, de prébiotique et de probiotique. Alors, deux termes importants. Les prébiotiques, en fait, ce sont toutes les molécules qu'on peut apporter par l'alimentation, notamment, qui vont contribuer au développement du microbiote. Les fibres alimentaires, comme on parlait tout à l'heure, par exemple. D'accord ? Les probiotiques, eh bien ça, ce sont les bactéries elles-mêmes qu'on peut aussi apporter par l'alimentation avec des efficacités qui sont encore en cours de discussion. Il y a encore des analyses là-dessus. Mais par exemple, les yaourts au bifidus actif, les bifidus actifs sont des bactéries. Ça fait partie des probiotiques. En fait. Donc, on peut apporter aussi. Alors maintenant, il y a aussi sous forme de gélules. On peut apporter des bactéries sous forme de gélules. On est encore qu'au niveau du balbutiement, parce que ce qu'on est en train de comprendre avec le microbiote, c'est qu'il y a une biodiversité très complexe. Ce n'est pas simplement le nombre de bactéries qui est important, mais c'est aussi la biodiversité, le nombre d'espèces bactériennes qui sont présentes. C'est d'une grande complexité parce que c'est comme un écosystème. Ces bactéries interagissent avec le support, qui est la muqueuse colique, interagissent avec le chyme, qui va être leur substrat de développement, mais interagissent énormément entre elles aussi. Certaines bactéries s'associent, collaborent entre elles. D'autres bactéries, au contraire, se font la guerre. Certaines bactéries produisent des molécules qui détruisent d'autres bactéries, telles les antibiotiques. Donc, il y a tout un écosystème extrêmement complexe. Donc là, le truc, c'est de comprendre quelles doivent être les bactéries présentes, comment vont-elles s'associer et comment tout ça va interagir. Donc, c'est encore un petit peu tôt peut-être d'apporter des probiotiques, sachant qu'on n'a pas compris encore toutes les interactions qu'il peut y avoir entre elles. Quoi. Quelles bactéries doit-on apporter? Ce n'est pas si simple. Il faut être sûr de comprendre, connaître toutes les interactions qu'elles ont avec les autres. Quand une bactérie est bénéfique quand elle est associée à une autre, elle ne l'est peut-être pas, ou moins si l'autre n'est pas là. Donc, il y a toute une somme d'interactions qui ne sont pas évidentes, en fait, à comprendre. Et certains commencent aussi à parler de post-biotiques. Là, c'est-à-dire qu'on prend conscience que l'activité microbienne du gros intestin produit énormément de molécules qu'on est en train de découvrir. Hein. Il y a un cocktail moléculaire qui est produit par nos bactéries qui est incroyable. Alors, il y en a qu'on connaît depuis longtemps, genre les acides gras volatiles, par exemple, l'acide butyrique, l'acide propionique, la vitamine K qu'on peut récupérer. Bref, il y a tout un cocktail moléculaire qui est produit là et on est en train de comprendre que ce cocktail il est énorme, en fait, une diversité moléculaire. Et on essaie de voir quelles sont les molécules qui peuvent, parce que certaines de ces molécules peuvent passer dans le sang, elles sont absorbées par la muqueuse colique. Ces molécules produites par les bactéries passent dans le sang et peuvent aller agir sur l'organisme, sur les différentes régions de l'organisme. Ça peut agir sur le tissu adipeux, sur le cerveau, sur le foie, sur toutes les régions de l'organisme. Et avoir des impacts sur ces tissus. C'est ça qui est impressionnant. Et là, on parle de post-biotique, c'est repérer telle molécule fabriquée par telle bactérie
qui s'avère être bénéfique et apporter directement cette molécule. Bon, là encore, il faut être patient parce que tout ça… Oui, c'est encore en évolution. Mais ça ouvre plein de portes, enfin, plein de pistes sur la compréhension, la digestion, des grandes fonctions, et puis sur la physiopathologie, la médecine, qui va de plus en plus s'appuyer sur le microbiote de toute évidence. Le jour de l'examen, il y aura des définitions à donner, par exemple? Oui, voilà, par rapport à l'examen, on ne va pas trop avancer sur des terrains qui sont encore au stade d'expérimentation. On va être plutôt au stade des définitions. Voilà, effectivement. Donc, il faut apprendre les définitions. Ouais, ça, les définitions, c'est vraiment un gros travail. Alors, je ne sais pas si on a surtout des deuxièmes années, mais c'est un gros travail qu'il faut faire dès la première année, quitte à se faire un petit répertoire, tout à fait efficace. Et on note tous les termes techniques. Dieu sait s'il y en a en sciences qui ne sont pas toujours évidents, il faut connaître, en biochimie, en physiologie, et puis aussi en physiopatho, et être capable de définir chaque terme. Et vraiment, parce que souvent, on a un mot en tête, oh, j'ai déjà entendu, je vois à peu près ce que ça veut dire. Mais quand il faut prendre le temps de rédiger vraiment quelque chose, ce n'est pas si simple en fait. Donc c'est un travail qu'il faut faire en amont. Parce que tant qu'on n'est pas précis sur le vocabulaire, on a du mal à comprendre les questions et on a du mal à être efficace au niveau de la rédaction. Alors justement, une question d'une élève qui demande: les mots-clés précis sont-ils importants dans la notation? Exemple, je n'ai pas le mot scientifique, donc j'utilise une phrase simple pour expliquer. Ah, oui. Non, on en revient. C'est le problème, c'est qu'on attend que vous sachiez utiliser les mots-clés. Ouais. Alors, je sais que c'est embêtant. Alors, parfois, ça peut passer, mais si dans la correction, il y a un demi-point parce que le nom de l'enzyme est attendu ou le nom de la réaction, une réaction d'oxydation, je ne sais pas quoi, si le mot n'est pas dit, même s'il y a une phrase qui tourne autour et qui évoque l'idée, mais ça ne suffira pas. Il faut vraiment les mots-clés. Ouais. Ça, il faut s'obliger à utiliser les mots-clés. Ouais. D'accord. Alors, pareil, pour l'écriture, peut-on utiliser des abréviations sur la copie? Alors, oui, il y a certaines… Alors là aussi, il faut pas en abuser, en fait. Il y a tout un ensemble d'abréviations. Là, j'ai vu GLU. Alors, ouais, GLU pour glucose, c'est des fois embêtant parce que GLU, c'est plutôt l'abréviation pour l'acide glutamique. Hein, on écrit souvent nos acides aminés en code 3 lettres et on se sert de GLU pour l'acide glutamique comme ALA pour l'ALANine, par exemple. Ça, c'est le genre d'abréviation qu'on a le droit d'utiliser, oui. Par contre, GLU pour glucose, ça ne marche pas. Hein. Des abréviations totalement autorisées, c'est genre ADN, genre l'ATP. Hein. Pour les coenzymes, on peut écrire NAD. Par contre, ce qu'il ne faudra pas faire, c'est des abréviations qu'on utilise pour une prise de notes rapide. Moi, par exemple, quand j'étais étudiant, j'utilisais pour écrire cellule, j'utilisais la lettre C barrée. Ça, c'est une abréviation personnelle. Ça, par contre, non, on n'écrit pas ça dans les copies. D'accord? Mais par exemple, des fois, ce n'est pas très scientifique, c'est un peu personnel quand même. On peut l'utiliser, par exemple, pour triglycérides, on peut utiliser TG. Ça passe. D'ailleurs, dans certains sujets, eux-mêmes le font. Hein. Parfois, ils utilisent ce genre d'abréviation pour acide gras, hein, pourquoi pas écrire AG. Ce genre d'abréviation un peu personnel quand même, on vous conseille quand même vivement d'écrire le mot en entier au moins une fois avant et de proposer la correspondance. Comme ça, le correcteur voit, vous faites le mot. Ça, par contre, vous voyez, ça, c'est des abréviations qu'on peut utiliser direct. C'est vraiment des abréviations officielles scientifiques, quoi. Alors, je reviens à une question, ça c'est pour les questions à choix multiples à l'examen. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des questions avec tous les choix corrects et d'autres avec, à l'opposé, aucun choix correct? Alors, il n'y a pas de choix multiples dans les sujets du BTS. Comme ça, le faire régler. Ça, c'est une façon de questionner. Alors, c'est pas mal comme exercice parce que c'est un bon entraînement. C'est ça qu'on le propose dans nos livres. Hein. C'est un bon entraînement à deux niveaux. Les QCM, c'est un très bon entraînement dans l'attention et la qualité de lecture. Pour savoir si une phrase est valide ou pas, il faut vraiment bien lire chaque mot, être sûr de la définition de chaque mot et être sûr du sens de la phrase. Donc, ça oblige à une lecture très attentionnée. Et c'est un conseil qui peut paraître
basique, mais qui, à mon avis, est un des principaux conseils avant d'aller aux BTS, enfin, quand on se présente aux examens, c'est la qualité de lecture. Beaucoup d'étudiants passent à côté de leur épreuve, ratent leurs questions, non pas parce qu'ils n'ont pas assez travaillé, non pas parce qu'ils ne connaissent pas leur cours, mais parce qu'ils ont mal lu la question. Et quel que soit le niveau d'étudiant, on est toujours très surpris de l'écart qu'on peut avoir entre regarde ta réponse, ça ne correspond pas à la question, quoi. Et oui, je l'ai mal lu, j'étais trop vite, j'étais stressé, et il y a énormément de points perdus à cause de ça, quoi. Donc, les QCM, pour ça, c'est bien, c'est que c'est vraiment un très bon entraînement pour être attentif à la lecture. Et voilà, être concentré, être attentionné. Donc ça, c'est important. Ceci dit, il n'y aura pas de QCM dans les sujets de BTS. Voilà. Nous voilà rassurés déjà pour cette question. Alors, une étudiante qui nous dit qu'elle a du mal à retenir, il y a beaucoup de schémas, elle a du mal à retenir tous les schémas au programme du BTS. Voilà, donc est-ce qu'il y a un conseil particulier, j'imagine, à lui donner? Est-ce qu'il faut tout les apprendre? Je ne sais pas si c'est des schémas de physiologie ou de biochimie. Je ne sais pas ce que vous parlez. Vous parlez de schémas de physio ou de voies métaboliques de physio? Physio. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y a des schémas qu'il faut savoir faire, comme les schémas d'absorption, par exemple, qui sont fréquents dans les sujets, qui sont nombreux. Les schémas d'absorption, il y en a beaucoup, par exemple. Il faut connaître le schéma d'absorption du glucose, des acides aminés, des acides gras, certains électrolytes, un peu des vitamines. Ce qu'il faut, quand il y a beaucoup de schémas comme ça qui se déclinent, c'est repérer ce qui est commun à tous. Il y a forcément une trame qui est commune. Le schéma, la forme de l'entérocyte, toutes les légendes qui sont autour de l'entérocyte, hein, la lumière intestinale, le côté apical, membrane basale, et ainsi de suite. Repérer tout ce qui est commun. Et ça, déjà, on le mémorise bien comme trame. Et après, on décline par rapport à ce qui change entre les différentes molécules qu'il faut étudier. Donc, on a le schéma pour le glucose. Là, on met tout ce qui est propre au glucose, et ainsi de suite. Repérer ce qui est commun. Pour ne pas répéter l'apprentissage, en fait. Parce que parfois, le cerveau a l'impression que c'est différent, mais en fait, c'est la même chose. C'est juste qu'il faut aménager quelques éléments pour l'adapter à la nouvelle thématique. L'étudiant parlait en particulier, demandait pour le muscle ou le système nerveux. Oui, alors, le système nerveux, c'est vraiment des notions générales qu'il faut avoir. Il ne faut pas perdre de temps sur tout ce qui est notamment anatomique. L'organisation générale, donc ces grandes lignes, suffit largement pour le système nerveux. Là, il faut être plus précis, c'est à l'échelle du neurone, savoir dessiner un neurone, par exemple le légender, un neurone moteur, et puis savoir expliquer comment se forment les potentiels d'action, comment se forment les signaux électriques, quoi. Et puis la notion des neurotransmetteurs. Donc là, il faut connaître le schéma d'un neurone moteur, ça c'est utile, et son fonctionnement. Mais système nerveux, quoi, les muscles. Oui, les muscles aussi, là, oui, à l'échelle cellulaire encore. Hein. Tous les schémas qu'on voit, c'est surtout à l'échelle cellulaire. Mais oui, ce n'est pas facile, mais il faut connaître l'organisation des myofibrilles, filaments minces, filaments épais, savoir les journées, tout ça. Alors là aussi, hein, travailler les sujets du BTS, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Il y a plein de schémas à légender. Il faut les faire, les refaire, et puis au bout d'un moment, on se familiarise, et ça reste, et on finit par le connaître. C'est un travail qui vaut le coup, parce que regardez les sujets, tous les ans, vous avez, et c'est de plus en plus important, tous les ans, vous avez 7 à 8 pages de sujets, quoi. Il n'y a pas plus de questions qu'avant. Les vieux sujets, si on prend les sujets des années 90, il y avait 3 pages. Hein. Là, les sujets actuels, ils font 10 pages, 7 à 8 pages, voire 10 pages, parce qu'il y a énormément de documents annexes, dont des schémas à légender. Donc, c'est quand même un support, là, méthodologique, hein, qui rapporte des points. Donc, ça vaut le coup d'y passer du temps. Et c'est encore l'occasion aussi de maîtriser le vocabulaire. Alors, s'il ne reste plus de questions, ah oui, une personne qui est arrivée un peu plus tardivement demandait si on avait déjà parlé de vos livres, Olivier Masson, en particulier livres de biochimie et de physiologie. Oui, non, ben, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, et la personne demandait si la visio était enregistrée. Nous avons répondu oui. Voilà, que oui.
Voilà. Donc, pour les retardataires, il n'y a pas de souci. Vous pourrez récupérer les informations données, les conseils donnés au début de la séance. Pour les livres, alors, Olivier Masson, alors, si l'étudiant a des questions spécifiques, vous allez pouvoir y répondre. De manière générale, il y a les livres sont coupés en 2 volumes pour chaque thème. Un volume qui correspond au manuel et un volume qui correspond aux exercices et annales. Voilà, le manuel, c'est le cours, et les exercices et annales, c'est justement ce qu'Olivier Mazon disait, c'est-à-dire s'entraîner, donc une partie QCM. Et, Alors, il y a une partie QCM, une petite partie questions à court développement, qui est une façon de s'entraîner à résumer des chapitres. Et puis après, dans le vif du sujet, c'est tous les sujets du BTS qui sont corrigés. Alors, moi, ma façon d'aborder ce travail de correction, c'est vraiment d'être au plus proche de ce que pourrait être une copie d'étudiant. Je n'ai pas prétexte là à refaire un cours, à développer tout ça. J'essaie d'être au plus proche d'une copie d'étudiant, de ce que vous auriez pu faire, sachant qu'il n'y a pas une seule réponse possible, hein, du moins, il n'y a pas une seule présentation possible, ça peut se décliner, mais on est au plus proche d'une vraie copie. Hein, donc, en termes de temps à y passer, de développement de chaque question, j'essaie d'être au plus proche de ce qui est faisable dans le temps imparti au cours de l'épreuve. D'accord. Alors, nous prenons là les… Délayer les questions, ça peut être intéressant pour faire des rappels par ailleurs, hein, mais là, moi, je me suis efforcé d'être au plus proche de ce qu'il faut faire le jour J. D'accord. Alors là, nous prenons les dernières questions avant de conclure ce webinaire. Un élève demandait, un étudiant, si on utilise le crayon à papier, est-ce que c'est admis? Vaut mieux éviter. Ce n'est pas terrible. C'est plus par correction vis-à-vis du correcteur que par correction. Par contre, on a le droit d'utiliser les couleurs. Hein. Je ne sais pas pourquoi certains croient encore qu'on a le droit d'écrire qu'en noir ou en bleu. Non, vous avez le droit d'utiliser les couleurs. Si je vous conseille même vivement, quand on fait un schéma avec des capillaires sanguins, c'est bien de faire un capillaire en rouge. Parfois même, on vous demande de colorier les vaisseaux sanguins en fonction qu'ils soient oxygénés ou pas oxygénés. Donc, il faut colorier en bleu, en rouge ou en bleu. Donc, il y a des codes couleurs à utiliser. C'est bien vu de le faire dans vos copies. Donc, vous avez le droit d'utiliser des couleurs. Alors, il ne faut pas exagérer. Il faut pas partir avec des trucs trop bariolés. On reste assez neutre parce qu'après, ça peut être perçu comme des signes distinctifs. Donc, on évite le stabilo à paillettes ou des choses comme ça un peu excentriques. On reste dans des codes couleurs classiques, mais je vous conseille vivement parce que ça rend les schémas plus agréables. Et ça fait partie aussi, moi, c'est un conseil que je donne souvent à mes étudiants, c'est travailler votre copie comme quelque chose qui doit être propre, lisible, avec des schémas qui prennent la place qu'il faut, bien légendés. Il faut soigner la présentation de sa copie comme on soigne le dressage de son assiette en cuisine, quoi, par respect du correcteur, parce que ça donne envie de lire, comme ça donne envie de manger l'assiette quand c'est bien présenté. Et ça fait partie aussi des règles qui, mine de rien, influencent le correcteur, dans ça, plus ou moins consciemment, dans sa façon de donner des points ou pas. Si c'est mal écrit, si les schémas sont bâclés, le correcteur ne va pas faire d'effort. Si l'étudiant fait un effort de présentation, sans surjouer les trucs, hein, mais avec un minimum d'effort, le correcteur va aussi faire plus d'efforts pour lire, pour donner des points, ainsi de suite. Alors, une petite question. Mais c'est important. Une petite question sur les valeurs de référence des données biologiques. Par exemple, cholestérol, LTD, TG, est-ce que c'est à connaître? Voilà. Non, ça, si on a besoin de raisonner ces valeurs-là, elles sont données. D'accord? Sachant que ça, c'est plutôt pour la partie physiopatho, où on a les valeurs attendues, et puis on a les valeurs mesurées chez la personne que l'on encadre, hein, chez le patient, et on essaie de raisonner les écarts. Mais c'est toujours donné, ça. Alors, il y a quelques valeurs qu'on est censé connaître, quand même, c'est la glycémie. Ça fait partie des grandes valeurs qu'il faut connaître. Certaines valeurs biologiques, quand même, si la glycémie, la pression artérielle, ça fait des valeurs qu'il faut connaître au repos et toujours chez le bien portant, hein, dans ce que l'on fait. Après, tout ce qui est jeu de pression, tout ça, à chaque fois, c'est donné dans les sujets. D'accord. Voilà. Une question sur vos livres, Olivier Masson. Vos livres peuvent-ils suffire aux révisions? Est-ce que c'est un passeport? Ah, ouais, j'espère que ça peut, en prenant le manuel et les annales, je pense que là, on a vraiment des outils majeurs pour se préparer au BTS.
Est-ce que ça va suffire? C'est impossible à répondre parce que ça dépend d'où vous partez. Certains étudiants ont besoin d'un encadrement, d'avoir un professeur en direct ou pas, enfin, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais du moins en visio. Et à l'encadrement, on peut répondre directement aux questions. Ça permet de progresser plus rapidement, de façon plus sûre, plus efficace. Si vous avez déjà un certain bagage de sciences, les livres peuvent suffire. Voilà, faire un topo de ce qui est attendu pour le BTS diététique. Vous avez un bon aperçu de ce qui est attendu dans les copies. Vous avez les outils majeurs pour réussir. Mais quand même, je reste persuadé qu'un livre ne remplacera jamais un outil. Oui. Alors, question subsidiaire ou corollaire, dispensez-vous des cours en visio justement? Eh bien, écoutez, ça va être le mot de la fin, puisque ça va être le mot de la fin, puisque justement, nous proposons des stages de révision par matière, et notamment des stages de révision qui seront animés je crois dans les prochains jours ou les prochaines semaines par Olivier Masson. Donc, regardez notre page Facebook, regardez notre site internet, vous aurez le programme de tous les prochains cours donnés par Olivier Masson, tous les prochains stages pour le BTS 2021. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Je partage pendant un moment le planning des dates de formation pour le mois de mai 2021. Si vous souhaitez noter. Voilà. Alors justement… Pour ma façon de conduire ces séances de travail, moi, je ferai aussi un peu ce même travail, c'est vraiment répondre aux questions de chacun, avec des trames qui peuvent être des sujets du BTS, par exemple. Donc, c'est un prétexte pour comment analyser un tableau, comment gérer un graphe, cette méthodologie liée à l'analyse des documents. Une autre question, si M. Masson est jury à l'examen, alors je ne le suis plus. Voilà, je l'ai été pendant quelques années où j'ai corrigé les épreuves de physio, de la physiopatho. J'ai corrigé aussi les mémoires. J'étais jury pour les mémoires à Arpey. Mais voilà, place aux jeunes. Voilà, moi j'ai arrêté cette activité. Je suis content d'avoir fait parce que c'est bien de voir comment ça se passe. C'est quand même une activité un peu laborieuse. Se retrouver devant une grande pile de copies comme ça, c'est pas évident. Et puis ça, le problème, c'est qu'au niveau des plannings, ça ne correspondait pas avec les cours que j'ai dans d'autres écoles. Et je ne pouvais pas forcément me libérer pour aller corriger. C'est toujours un peu délicat de gérer les deux plannings de front. Donc oui, je l'ai fait, mais c'est vrai que je ne le fais plus maintenant. Alors vraiment là, la dernière question, la question vraiment de la fin. Est-ce que vous avez des tuyaux pour les sujets qui peuvent tomber cette année, puisque vous avez été déjà jury? Avant, je m'amusais à ça. Les pronostics. J'ai pas de Cette magicien de prédiction ni rien. Avant, je faisais un petit peu. J'ai arrêté de le faire parce que les étudiants prenaient ça trop au pied de la lettre. Et ils disaient, ouais, mais vous avez dit que ça tomberait là-dessus, et j'ai révisé que ça, et c'est pas tombé là-dessus. Ah ouais, mais c'est pas comme ça qu'on raisonne. En fait, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de dire, c'est en termes de fréquence. Ça fait longtemps que c'est pas tombé, donc on va réviser ça un peu plus en profondeur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réviser le reste. Ça veut dire juste qu'il faut donner un petit peu des priorités par rapport aux révisions. D'accord? Mais là, non, je ne préfère pas répondre à cette question. D'accord. Bon, mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Merci aux étudiants qui nous font des petits messages de remerciement. C'était un plaisir d'échanger avec vous et de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Rendez-vous pour un prochain stage, pour un prochain coaching, là, peut-être pour un prochain webinaire. Olivier Masson, merci beaucoup pour votre participation à tous. Fabienne, et merci Nathalie d'avoir organisé cette session. C'est très sympa à vous d'avoir fait ça. Voilà. Merci. Eh bien, écoutez, Olivier. Voilà. Merci à tous les étudiants. Bonne révision. On vous retrouve bientôt en ligne ou dans les livres. Voilà, sur notre site. Bonne soirée à tous. Merci, à bientôt. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir.